Chère Angela, bonjour. Bonjour Serge, Ça va bien? vous n'avez pas la banane. Et vous Euh, savez que j'aime pas ça. D'accord. je sais que vous avez l'orange. C'est par ici. Vous avez l'orange et ça vous va très bien. Une Merci couleur beaucoup. chatoyante qui Merci réveille beaucoup. les sens un si beau matin. Ouais. Alors aujourd'hui, mardi, mesdames, messieurs, nous sommes tout heureux de nous retrouver avec vous sur la matinale donc pour nous intéresser à notre santé. Bonjour, bienvenue. La Covid-19 continue de faire des vagues dans les pays du monde. En plus, d'autres variantes du coronavirus viennent quelque peu briser l'espoir de milliards de personnes quant à une année 2021 beaucoup plus calme en matière de santé. En Afrique, quelques flambées ça et là, mais surtout la course au vaccin, la denrée de tous les espoirs. Faut-il vacciner en Afrique? Quel mécanisme pour s'en procurer? Dans les pays en développement, voilà quelques questions que nous allons poser au docteur Pierre Mpélé, épidémiologiste, ancien représentant résident de l'OMS au Bénin, directeur Afrique du bateau qui sauve Merci Ship. Docteur Pierre Mpélé, bonjour. Bonjour, Merci de nous donner de votre temps. je suis toujours à votre disposition, vous le savez bien. Merci Là, c'est beaucoup. Serge. Bonjour, docteur Pelé. Bonjour, Bonne année. bonne année à vous aussi. Ouais, je ne vous avais pas vu depuis. Ah ben oui, C'est fait maintenant. c'est fait. Bienvenue. Merci. Alors, en dehors de la présentation que j'ai faite de vous, il semblerait que vous soyez aussi dans le conseil scientifique de... Enfin, Non, en fait, dans la pandémie de la Covid-19, je coordonne le groupe africain de veille Covid-19 de l'Académie nationale de médecine de France. Donc c'est un groupe africain qui a été créé avec des académiciens français et nous observons, nous analysons la Covid-19 en Afrique, notamment en Afrique francophone, dans le bloc des pays lusophones et le bloc des pays d'Afrique de l'Est. Donc ça fait 1 an qu'on est au travail, qu'on suit au jour le jour la pandémie du Covid-19 dans ces pays-là. d'accord. Alors, vous qui avez suivi tout le temps la Covid dans ces pays-là, dans les pays d'Afrique, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, 1 an après? Quelles sont les leçons qu'on pourrait tirer de cette... Mais écoutez, peut-être 3 leçons. Hein. La première leçon, c'est que l'Afrique a été épargnée, en tout cas jusque-là. Vous avez dit une année 2021 plus calme, je ne crois pas, mais bon, on verra. Donc l'Afrique a été épargnée parce que nous n'avons pas eu une épidémie massive de Covid-19. L'Afrique a aujourd'hui un peu moins de 3 500 000 cas et un peu moins de 85 000 décès, alors que l'OMS prévoyait une vraie hécatombe. Il y a 6 mois, c'était 83 à 199 000 décès attendus en Afrique et entre 29 et 44 millions de personnes malades. Donc nous n'en sommes pas là, donc nous avons été épargnés. Et puis la deuxième leçon, c'est la gestion de la crise. La gestion de la crise qui a été, selon les pays, parfois militarisée, parfois plus sereine et plus responsable comme au Bénin. Il faut le reconnaître, mais bien sûr avec un impact, des effets collatéraux, un impact socio-économique dramatique, parce qu'il y a eu des restrictions, il y a eu la réduction des voyages internationaux, enfin, toutes ces conséquences-là ont fait qu'il y a des véritables conséquences sur la pauvreté. La Banque mondiale estime à 40 millions de pauvres en plus en Afrique, donc voyez-vous que c'est un drame. Et je pourrais dire la troisième, c'est le rôle et l'implication des populations. On n'a pas assez associé les populations dans la réponse à la pandémie. Les populations ont été plus souvent les cibles de nos interventions en leur disant faites ça, faites ceci, mais on n'a pas traité les populations comme les acteurs et la solution au problème, parce que en réalité, c'est un problème de comportement. Voyez-vous, les gestes barrières, c'est
le comportement, comme cela a été avec le sida, avec le préservatif. Et vous ne pensez pas que ça aurait été quand même un facteur déterminant dans la Ça aurait été le fait que les populations n'ont pas été impliquées dans la gestion pourrait être un facteur déterminant dans la propagation du virus? Non, j'ai dit tantôt, l'Afrique a été épargnée, donc on n'a pas été très secoué comme les États-Unis ou l'Europe ou le Brésil. Mais bien entendu qu'il nous faut être très vigilants, il faut rester très vigilants, ne pas baisser les bras surtout et impliquer davantage les populations, les communautés. Je crois que c'est très important pour avoir une année 2021 calme. Oui, d'accord. Alors, vous l'aviez dit, hein, l'hécatombe prédit par l'OMS en Afrique n'en a pas été. Et malheureusement, il y a quand même des variantes aujourd'hui qui menacent. Est-ce qu'il faut craindre en Afrique la propagation à l'échelle de la première souche? Mais écoutez, les variants, c'est l'histoire naturelle des virus. Les virus mutent. Parce que chaque fois qu'un virus se produit, il peut se passer une erreur, il peut se passer une substitution, il peut s'ajouter quelque chose. Donc, il y a toujours, vous voyez bien la grippe saisonnière, par exemple, chaque année, il faut faire un vaccin, il faut refaire un vaccin. Donc, c'est pour cela, c'est la vie naturelle des virus. Donc, il faut surveiller. Nous n'avons peut-être pas assez de moyens pour surveiller les séquences génomiques parce que nous n'avons pas des laboratoires développés en Afrique. Mais enfin, on l'a vu, l'Afrique du Sud qui est bien équipée, on vient donc de découvrir ce variant qui a l'air de faciliter la transmission, ce variant qui s'appelle B1351. Et donc, c'est un variant qui a l'air de se propager plus rapidement, mais dont la sévérité même sur la maladie n'a pas encore été démontrée. Il y a un autre qui a été découvert au Nigeria, qui n'est pas encore totalement bien identifié, mais bon, aux États-Unis, en Californie, au Brésil, en Grande-Bretagne. Selon les pays? Pourquoi la mutation? Mais ce sera toujours comme ça varie en fonction de l'écologie, ça varie en fonction des individus, en fonction de l'histoire de l'épidémie dans les pays, du climat, de beaucoup. Voilà. Voilà, nous, c'est une histoire tout à fait naturelle et on va s'y adapter. Donc, d'accord, on surveille et le moment venu, on va s'y adapter, c'est bien ça? Oui, on va s'adapter. Vous savez, même les vaccins vont s'adapter. Les producteurs de vaccins savent très bien gérer cette adaptation par rapport aux nouveaux variants. C'est ce qu'on fait. C'était justement ma question suivante, parce que ces vaccins-là, ces variantes, viennent à un moment où on avait espoir quand même quant à la résilience et aussi à la disparition de cette maladie. En tout cas, 2021, beaucoup plus calme avec les vaccins qu'on a déjà produits. Mais là, avec ces variantes, il n'y a pas matière à avoir peur? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est ce que je disais. Les producteurs des vaccins vont s'adapter. Ils vont prendre en compte ces variants. D'ailleurs, vous voyez déjà que le variant identifié en Grande-Bretagne est très sensible aux vaccins produits par Moderna. Donc, je pense qu'ils vont s'adapter. C'est pas facile, je dirais, mais enfin, ils vont s'adapter. Et que je pense qu'un effort scientifique considérable a été fait. Vous vous rendez compte que le virus est apparu, disons, dernier trimestre 2019. En janvier 2020, on fait la séquence, c'est-à-dire on découvre dans son intimité le virus. Et 9 mois plus tard, on a un vaccin, ou on a des vaccins, parce qu'on a un vaccin chinois, un vaccin russe, des vaccins américains, européens. Donc, c'est extraordinaire. Donc, je pense qu'on va pouvoir s'adapter. Justement, chaque pays semble être dans la course pour trouver une solution à cette pandémie-là. Mais on a l'impression peut-être que les pays africains sont du reste. Non. Oui. Mais vous savez, oui, ça va venir. Je pense que les Africains, d'abord l'Afrique a été épargnée, donc on ne se précipite pas. Mais vous savez aussi toute cette campagne qui a été menée par tout le monde, je pourrais dire, ne pas traiter les Africains comme des cobayes. Enfin, bien sûr, ça retarde un peu la mise en place de la vaccination et des vaccins. Et donc, je pense que ça va se faire. Il y a le mécanisme COVAX qui est un mécanisme mondial qui permet à tous les pays, notamment les pays africains qui n'ont pas beaucoup de ressources financières,
à avoir les vaccins. Donc il s'agit là d'être équitable. Et vous voyez déjà que Pfizer BioNTech vient de signer un accord avec ce mécanisme et l'OMS et l'Alliance mondiale des vaccins de la vaccination pour livrer 40 millions de doses. Mais bon, c'est insuffisant. L'Afrique, c'est un continent de 1,3 milliard d'habitants. Donc il faudrait beaucoup plus. Il faudrait accélérer. Il faudrait que les pays africains aussi travaillent entre eux. Par exemple, la CEDEAO, pourquoi pas faire des achats groupés de vaccins pour faire baisser les prix. Donc il y a à la fois ce mécanisme mondial, mais il y a aussi peut-être des mécanismes avec l'Union africaine au niveau des régions à mettre en place assez rapidement pour commencer à vacciner les personnes en Afrique. D'accord. Alors, mais vous aviez dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs vaccins. Hein. Chaque pays a essayé de mettre en place une solution vaccinale par rapport à cette pandémie. Est-ce qu'en Afrique, vous ne pensez pas que le choix du type de vaccin est pertinent? Écoutez, oui, très pertinent, mais c'est au pays de décider, avec ses scientifiques, avec le gouvernement, de prendre tous les éléments. En fait, il s'agit de définir une stratégie nationale de vaccination qui va de la sélection du vaccin, de quelle population prioritaire, parce que nous ne sommes pas encore à l'état des campagnes de masse où il faut vacciner tout le monde, c'est d'abord volontaire. Et puis voilà, de définir quelles sont les populations et quel type de vaccin. Il y a des vaccins virus inactivés comme en Chine, il y a des vaccins qui utilisent l'ARN comme aux États-Unis, qui est en fait un leurre simplement qu'on met. C'est pas... Donc vous voyez, il y a tout ça, mais c'est au pays de décider. C'est de décider, parce qu'il y a aussi l'avantage d'avoir des choix. Nous allons avoir une dizaine, peut-être même plus, une quinzaine de vaccins dans quelques semaines, dans quelques mois. C'est vrai qu'il n'y a que le vaccin Pfizer-BioNTech qui a été homologué à ce jour par l'OMS, mais bon, les autres ne vont pas tarder. On pourrait aussi miser sur les partenariats entre certains pays, par exemple, je veux dire, les rapports bilatéraux pour pouvoir s'en procurer. Si, par exemple, on est très bien avec la Chine, pourquoi pas négocier avec elle pour avoir... Tout à fait, tout à fait. L'Afrique du Sud a déjà négocié avec des laboratoires pharmaceutiques, enfin, ceux qui fabriquent le Maroc a déjà. Il y a des pays qui se sont déjà engagés avec le vaccin chinois, d'autres le vaccin américain, le vaccin anglais européen. Bon, voilà. Donc, mais là, ce sont quand même des pays relativement nantis. En dehors de ces pays-là, les autres ont-ils véritablement les moyens financiers pour mais écoutez, je pense que pour la santé, il faut mettre les moyens. Parce que nous ne savons pas comment cette épidémie va évoluer en 2021. Vous voyez, on parle de deuxième vague, peut-être parce qu'on teste beaucoup plus. Vous savez, avant, on ne trouvait pas beaucoup de cas parce qu'on ne testait pas assez. Vous voyez, un pays comme le Bénin, qui est extraordinaire. Voyez-vous, c'est le troisième pays dans la sous-région à tester le plus grand nombre de personnes. 400 000, plus de 400 000. Voyez-vous, le Nigeria, 1 200 000, alors qu'ils ont 200 millions d'habitants. Vous voyez, un tout petit peu le Ghana, 800 000 personnes ont été testées. Donc, plus on teste, plus on trouvera des malades. Parce que on parlera de flambée. Et aussi, on parlera de flambée. Mais c'est vrai que pour analyser la flambée, il faut aussi regarder la pression hospitalière et puis la mortalité. Qui reste faible quand même en Afrique ou dans le monde d'ailleurs. Oui. En Côte d'Ivoire, déjà, je pense que les dispositions sont en train d'être prises, le Niger. Et ce matin aussi, j'aurais appris... Bon, en fait, mais c'est vrai qu'il faut renforcer les mesures préventives aussi. Hein. Vaccin ou pas vaccin, il faut renforcer. Il faut continuer à renforcer surtout le port du masque. C'est vrai que la distanciation physique est parfois très difficile, mais le masque au moins... il faut le faire et puis se laver les mains tout le temps. Je pense alors, une chose est d'avoir les finances pour pouvoir se procurer ces vaccins, mais l'autre chose aussi, c'est d'avoir les conditions, de réunir les conditions de stockage de ces vaccins-là. Comment l'Afrique pourrait le faire? Parce qu'on parle des températures quand même très élevées. Surtout pour le vaccin américain, oui. Il faut des réfrigérateurs ou des congélateurs à moins 80, ce dont beaucoup de pays ne disposent pas. Dans un pays où vous trouverez peut-être 5
parfois même moins de congélateurs, parce que c'est des congélateurs de grands laboratoires. Donc, il faudra mettre les moyens pour avoir et organiser la logistique. C'est pour ça qu'il faut une stratégie nationale avec un plan qui prend en compte tous les aspects, y compris la logistique, le choix du vaccin, les populations prioritaires à vacciner. Voilà, donc je pense que les pays africains sont assez familiers avec la vaccination. Vous savez, nous avons des programmes élargis de vaccination. On a toujours mais là, fait justement, c'est que dans le subconscient national actuellement ou africain, c'est qu'on se dit qu'on est passé au vaccin un peu trop vite. Je sais que vous avez certainement entendu cela. Et donc, il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Mais non, mais c'est là qu'il faudrait dialoguer, il faudrait déconstruire tout ça. Oui, mais il faut expliquer, il faut parler, parce que je pense, regardez, dans beaucoup de pays européens même, hein, c'était 20% des gens qui voulaient se vacciner, aujourd'hui ils ont dépassé 60% des gens. C'est vrai que le jour où le vaccin va arriver en Afrique, les gens ils vont courir. Hein. Je crois que tout le monde a peur. Et donc, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais il faut accompagner ça avec des explications, une campagne d'explication. Moi, j'ai bien peur parce que vous savez très bien que les rumeurs ont la peau dure dans ces pays africains où il y a la thèse du complot. Comme on dit, il faut tordre le cou aux rumeurs. Et vous savez très bien que déjà avec la vaccination juste contre la polio, on a eu d'énormes problèmes aujourd'hui face à la Covid, même si, surtout que vous dites que l'Afrique a été épargnée, ça va... Mais rien n'est sans effet secondaire. Même quand on prend un simple médicament, on peut avoir des effets secondaires. Ouais. C'est vrai que pour un vaccin qui a été trouvé 9 mois après, c'est vrai que les gens se posent beaucoup de questions. Et les gens, paraît-il que les gens... Et l'épidémiologiste que vous êtes ne se pose pas ces questions-là? Non, mais surtout, spécialiste de maladies tropicales et infectieuses aussi, je pense que non, le vaccin, c'est ce qu'il nous faut pour éviter une pandémie comme celle-là. Non, c'est vrai que je me ferai vacciner sans aucun problème. Donc il va falloir faire beaucoup de communication quand même. Tout à fait. Il faut expliquer pourquoi ce vaccin, quel est le bénéfice, quelle est l'efficacité. Il faut dialoguer. Je pense qu'il faut vraiment mettre les populations au centre de la réponse. C'est la solution, de toute façon. C'est les personnes qui vont donner pour qu'on puisse éviter ou avoir une année 2001 calme. Tout au long de la rubrique, vous avez semblé louer les efforts, en tout cas la stratégie béninoise en matière de riposte contre cette pandémie-là. Mais aujourd'hui, quelle lecture vous faites, puisqu'il n'y a pas si longtemps, le ministre de la Santé est sorti, il a parlé d'une flambée, enfin, de cas. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a un relâchement de la population par rapport à ces gestes barrières? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut rester vigilant, qu'il faut renforcer les campagnes de prévention. Il faut continuer à expliquer que le virus est là, il circule. C'est vrai que la réponse au Bénin a été sereine et responsable. Hein. Il faut le reconnaître. Bon, c'est pas parce que je suis là à la télévision nationale béninoise, mais regardez dans la sous-région, tous les pays ont fait des états d'urgence. Oui. Tous les pays ont fait des couvre-feux. Mais enfin, ils n'ont pas moins de cas que le Bénin. Le Bénin a moins de cas que tous ces pays-là. Le Bénin a moins de 4000 cas, moins de 50 décès. Donc, il faut reconnaître que tout ça a été géré de manière très scientifique, si je pourrais dire, de façon douce, mais bien responsable et sereine. Ce qui fait que, même s'il y a une flambée, c'est peut-être aussi parce qu'on teste davantage. Je vous ai dit 12 millions d'habitants, 400 000 tests réalisés. C'est énorme. Quand vous regardez d'autres pays qui ont 25 millions, le Sénégal, ils font moins bien, la Côte d'Ivoire fait moins bien que le Bénin en termes de tests. Or, vous ne pouvez bâtir une réponse face à la pandémie du Covid-19 que si vous avez un bon programme de tests. Si vous ne testez pas assez, vous ne trouverez pas les personnes, donc vous ne pourrez pas tracer les contacts et vous ne pourrez pas faire la prévention de quelques infections. Et voilà, donc tout le test détermine la stratégie de réduction de la pandémie. Donc ce qui a été fait au Bénin, il faut le reconnaître. Quelques conseils pour la route. Avant de prendre ces conseils, est-ce que selon vous, l'Afrique pourrait trouver des solutions endogènes véritables à cette crise-là? Mais écoutez,
Oui, pourquoi pas, faut croire à l'Afrique quand même, et aux Africains. Mais il y a eu plusieurs médicaments, hein. Vous savez, vous avez entendu Madagascar, vous avez le Cameroun, vous avez même le Bénin avec la pivirine, vous avez aujourd'hui la République démocratique du Congo à partir des plantes. Mais la seule chose qu'on souhaite en tant que scientifique, c'est vraiment qu'on puisse faire des essais cliniques qui puissent valider l'efficacité des molécules. Voilà. Mais je pense qu'il y a probablement une plante quelque part dans les forêts africaines qui pourrait nous donner une solution. Mais il faut vraiment le faire de manière scientifique. Moi, j'ai pris l'habitude de dire que c'est une opportunité qu'on devrait saisir pour Tout à fait. Mettre en place notre génie en matière de médecine traditionnelle. Oui, mais mettre ensemble Et la encore médecine, faudrait-il, hein. la médecine traditionnelle, entre guillemets, mais bon, et faire en sorte qu'il y ait une plus grande coopération, collaboration entre les deux médecines. Entre les deux Enfin, médecines, la surtout chez nous en Afrique. Je vois très bien, vous voyez, voilà, ces bains de vapeur qu'on fait qui sont très importants. Il ne faut pas négliger. Je pense que ça a un effet, oui. Formidable. Voilà, il faut mieux comprendre, tout à fait. Il faut donc que l'Afrique s'active aussi à trouver son vaccin. Bon, trouver le vaccin, solution, quoi. Sa solution, parce que, pourquoi en fait, pas. le vaccin, vous croyez que l'Afrique pourrait... Mais l'Afrique, c'est plusieurs pays. Il y a des pays qui ont des capacités, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc. Mais le vaccin, bon, déjà là, nous allons avoir une quinzaine de vaccins. Donc, il y en a déjà. Et le problème qui se pose, c'est qu'il soit équitable. Que tous les pays, que tous les hommes, les femmes de la Terre puissent bénéficier du vaccin quand ils le souhaitent ou quand elles le souhaitent. Donc, je pense que c'est peut-être le traitement. Parce que la pandémie ne finira pas avec le vaccin. Là, maintenant, il faut les mesures, il faut encore peut-être trouver le traitement, il faut continuer à vacciner pour réduire la transmission du virus. Donc, la bataille n'est pas terminée. D'accord. Alors, on va rappeler les gestes barrières avant de nous quitter. Je dis toujours le masque. Bon, si on peut dire les 3 M. Alors, le premier M, c'est le masque, mais c'est le plus important, c'est le masque, le masque, le masque, le masque. Le deuxième M, c'est les mains, c'est-à-dire se laver les mains le plus possible, hein, ou se laver avec du savon ou avec les gels hydroalcooliques. Et puis, le troisième M, c'est le mètre, mais moi je dis toujours 2 mètres, mais ça c'est très difficile, la distanciation physique. D'essayer d'être à 1,5 mètre, 2 mètres là, mais c'est très difficile. Mais si on a tous les deux les masques, en ce moment-là, il y a moins de problèmes. Donc le masque, c'est vraiment l'élément, l'outil de la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Et puis bien sûr tester, mais ça devient les stratégies nationales. Merci beaucoup. Ce fut très intéressant. Comme toujours. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Mpele. Merci à vous. Oui. À tout à l'heure. D'accord. Allez, on va poursuivre 5 sur 7 matin après bien sûr la santé. On va parler de l'environnement. Environnement, aujourd'hui, on vous emmène à la découverte des oiseaux. Oui, de ces espèces d'oiseaux qui sont comme un indicateur de qualité, surtout des zones humides.